Bonjour et merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Gorbel Jacoba, et voici les titres de ce journal. Célébration ce 3 décembre de la Journée mondiale des personnes handicapées. Thiaroye abrite depuis ce matin la cérémonie officielle. Le gouvernement du Sénégal a lancé en 2015 la carte d'égalité des chances pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap. À Saint-Louis, les personnes à mobilité réduite se plaignent du manque d'aménagement facilitant leur déplacement dans les édifices publics, ce que prévoit la loi d'orientation sociale. La Gambie tournée vers l'avenir après l'élection de Adama Barrow à la tête du pays. À suivre le reportage de notre envoyé spécial à Banjul, Pape Malik Ndao. À suivre également la page des sports de Cheikh Tidiane Ndiaye et la revue de presse signée Arona Diouf. Le Sénégal célèbre ce 3 décembre la Journée mondiale des personnes handicapées. La ville de Thiaroye abrite depuis ce matin la cérémonie officielle. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. La prise en charge de ces personnes vulnérables est une priorité pour le gouvernement du Sénégal qui a instauré en 2015 la carte d'égalité des chances. Ce système de protection sociale offre plusieurs services à ses bénéficiaires. Arona Diouf. C'est une carte contre les inégalités sociales. La carte d'égalité des chances donne aux personnes handicapées un certain nombre d'avantages, dont l'accès aux services sociaux de base. Mamadou Lamine Fati, directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. La carte d'égalité des chances offre aux personnes handicapées détentrices plusieurs avantages relatifs donc à la santé, à la réadaptation, donc tout ce qui a trait à l'appareillage et aux aides techniques, mais également la carte va permettre d'accéder à l'éducation, également à l'emploi et à l'avantage financier. À ce jour, plus de 17 000 personnes handicapées bénéficient de la carte, mais le document ne leur offre pas encore tous les services ciblés. Mamadou Lamine Fati. Pour ce qui est des autres avantages, comme l'accès à l'emploi, l'accès au système de transport, cela relève également des autres secteurs ministériels. Cela signifie qu'il y a des décrets, il y a des textes qui doivent être pris par les plus hautes autorités pour rendre effectifs ces autres types d'avantages. Les autorités doivent également lever les contraintes à l'enrôlement des personnes handicapées. Pour s'inscrire, il faut se déplacer. La plupart des personnes handicapées vivent en milieu rural, dans des zones reculées. Il y a un problème d'enclavement. Une autre contrainte est l'absence de pièces d'état civil. Pour lever ces contraintes-là, le ministère de la Santé et de l'Action sociale déroule actuellement la phase 3 du plan d'accélération, justement, pour démultiplier les guichets d'inscription, mais également organiser des audiences foraines pour améliorer l'obtention des pièces d'état civil. L'objectif du programme est d'enregistrer 50 000 bénéficiaires de la carte d'égalité des chances à l'horizon 2017. Arona Diouf, à ce jour, plus de 17 000 personnes donc ont bénéficié de la carte d'égalité des chances. À Fatick, des personnes vivant avec un handicap souhaitent l'effectivité de tous les services offerts par la carte d'égalité des chances. La région compte plus de 1600 bénéficiaires de cette carte. Idrissa Ndiaye. Dans le cadre de la distribution des cartes d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap, la région de Fatick occupe la 4e place après Dakar, Thiès et Kolda. De 2015 à 2016, 1646 handicapés de Fatick ont reçu leur carte. Ali Hussein est le chef de service régional de l'action sociale de Fatick. On nous a fixé un quota de 1428 cartes par région, donc ce qui donne 2856. Actuellement, on est à 1646 cartes qui sont imprimées et 577 qui sont en attente. Donc, si on tient compte des dossiers qui sont collectés. Donc, ça fait à peu près un gap de 600 cartes qu'on doit combler d'ici la fin décembre. Mais je crois que ça sera comblé facilement parce que bon, d'après, quand j'ai interrogé les départementaux, 2 seulement d'entre eux, on a à peu près 900 cartes qui sont en attente d'impression. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impression se fait au niveau de Dakar. Et comme c'est une seule machine, le directeur nous avait dit qu'il y avait de lenteur effectivement par rapport à ça. Il y a des dossiers qui sont en attente, des cartes du moins, qui sont en attente d'impression au niveau de Dakar. Et là, il y a des cartes qui sont collectées ici, des dossiers du moins qui sont collectés ici et qui doivent être acheminés à Dakar, saisis dans le SIG et imprimés par la suite. Aujourd'hui, Fatick est dans le peloton de tête grâce à l'effort des uns et des autres, mais surtout du travail de terrain
que mène quotidiennement l'association régionale des handicapés de Fatick, a dit le chef de service régional de l'action sociale de Fatick. Cette association régionale des handicapés qui apprécie à sa juste valeur cette carte d'égalité des chances, mais souhaite qu'elle soit impliquée davantage dans les opérations. El Hadj Mapati Diouf est leur président. Accélérer le processus de mise en œuvre des avantages de la carte d'égalité des chances, imprimer tous les cartes d'égalité des chances saisies dans le cycle, augmenter le nombre de matériel qui a été envoyé au service technique. La carte d'égalité des chances prend en charge cet avantage, mais pour l'instant, seul le point relatif aux bourses de sécurité est effectif. C'est pourquoi les camarades d'El Hadj Mapati Diouf invitent l'État du Sénégal à accélérer la cadence, surtout dans le domaine de la prise en charge sanitaire. De Fatick pour la RTS, Idrissa Ndiaye. Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du son sur cet élément. À Saint-Louis, les personnes vivant avec un handicap peinent dans leurs déplacements, surtout dans les édifices publics. Ils n'ont pas d'aménagement prévu facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite, ce que recommande la loi d'orientation sociale. Les explications de Thierno Diallo. Je suis le gardien du bac de Marsassoum depuis 1988. Je suis gardien donc depuis 28 ans. Elles sont nombreuses les personnes à mobilité réduite dans les rues de la vieille ville à chercher ou à demander de l'aide à un passant pour accéder à une habitation, école, pharmacie ou tout autre édifice public. Un calvaire qu'elles vivent comme une discrimination. Atoumane Kansi, vice-président de la Fédération régionale des personnes handicapées en charge de la communication. Saint-Louis est un bâtiment historique. Tous les bâtiments ont été construits avant l'indépendance. L'architecture ne permettait pas en ce moment aux personnes handicapés d'y accéder. Et ce problème reste entier. Un appel est ainsi lancé à l'État et surtout à ses services déconcentrés afin de changer la donne. Tout ce que nous souhaitons, c'est que l'État, et surtout les services déconcentrés de l'État, les collectivités locales doivent vraiment, à un certain moment, pourvoir ces genres de choses pour les personnes handicapées. Pour le chef du service régional de l'action sociale, les efforts sont faits et la loi d'orientation sociale prend en compte cet aspect et d'autres. Gorosei. La loi d'orientation sociale, il est prévu de prendre en compte cet aspect. En tout cas, ces services-là doivent au moins prendre aujourd'hui la tâche du service régional de l'action sociale pour être au courant ou bien informés de la loi d'orientation sociale. Sur un autre plan, les personnes handicapées annoncent que Saint-Louis n'a reçu que 351 cartes d'égalité des chances, peu par rapport aux 6 000 en situation de handicap dénombrés dans la région. Thierno Diallo, Saint-Louis, RTS. À Tambacounda, les personnes vivant avec un handicap sont regroupées au sein d'une fédération régionale. Elles exercent de petits métiers pour ne pas vivre de la mendicité. La correspondance d'Ansoumana Sadio. Tiane Gueye Thiam, présidente de Fédération régionale des personnes handicapées de Tambacounda. C'est une femme de caractère, mais très ouverte, toujours souriante malgré son âge un peu avancé. Tendre la main pour subvenir à ses besoins. Madame Tiane l'a de tout le temps combattu malgré son handicap qu'elle a traîné depuis son jeune âge de 8 ans. Dans la mesure où je suis handicapée à bas âge, j'ai fait les études jusqu'en 3e. Lorsque j'ai eu mon DFM, je me suis débrouillée à ma manière en allant travailler pour pouvoir avoir un dû pour payer mes études. Je lingeais des habits pour des enseignants. Ils étaient 3 enseignants. Chaque enseignant me payait 7 000 francs. J'ai fait des stages un peu partout. Par la suite, je suis allée au développement communautaire. Là, c'est là où j'ai même duré. J'ai fait 10 ans là-bas. Et je vais vendre sandwichs pour au moins pouvoir subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants. Parce qu'en ce moment, j'avais des enfants. J'avais 2 enfants. Leur père ne vivait pas et j'étais obligée de les prendre en charge. Dieu merci. Regroupé au sein d'une fédération régionale des personnes handicapées, l'artiste Baïkara, avec son groupe de rap, sa taille imposante, le teint peu clair, la musique rap, il en a fait une profession qui facilite sa socialisation. Auparavant, j'étais avec le groupe Diamono Posti, un groupe qui était au garage Kotiari, de Tambacounda. Dieu a fait que j'ai réalisé 2 albums. Un album avec le groupe Diwanji, qui est mon groupe avec lequel j'ai sorti un album. À Tambacounda, les personnes vivant avec un handicap ont bénéficié d'un centre de formation. Ici, le matériel permettant la mobilité de ses membres y est fabriqué malgré quelques problèmes qui se posent dans la vie sociale. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal.
13h11 à l'écoute de Radio Sénégal, direction l'Assemblée nationale où les députés procèdent à l'examen du projet de budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des travaux que suit pour nous Rugia Touba. Bonjour. Bonjour Gorbel Jacoba. Ici à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Marito Niane, subit une épreuve orale. Ce ministre, un scientifique, est appelé à donner la solution à des équations et que les députés ont plusieurs préoccupations et parmi celles-ci, le COUD, présenté comme une institution budgétivore. Aussi, les députés ont-ils invité le ministre à engager la réflexion sur la privatisation des œuvres sociales universitaires. Les députés ont également exprimé leur inquiétude face au cas d'abandon noté à l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Plusieurs étudiants ont abandonné les études faute de matériel didactique adapté et d'espaces numériques ouverts. Les députés demandent alors la construction des ENO et attendent du ministre une réponse précise sur les chantiers, l'ouverture des universités de Diamniadio et du Sine Saloum. Ils ont par ailleurs déploré le business autour des nombreuses écoles privées dont les diplômes ne sont pas toujours reconnus par le CAMES. Les députés, qui souhaitent une année académique apaisée, invitent le ministre de l'Enseignement supérieur à diligenter les dossiers logement et prise en charge médicale des enseignants du supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche va donc devoir apporter des réponses aux questions des députés. Le professeur Marito Niane défend le projet de budget de son département arrêté à un peu plus de 162 milliards de francs CFA pour la gestion 2017. Gorbel Jacoba. Merci Rugia Touba. Nous restons dans la formation avec le projet Apprentissage rénové qui enrôle 57 artisans dans la région de Kaffrine. Ils vont bénéficier d'une formation de 3 ans dans divers métiers grâce à des conventions signées avec la tutelle. L'initiative est appuyée par l'Agence française de développement d'Abdoulaye Badiane. La signature de ces conventions matérialise ainsi l'apprentissage rénové souhaité par le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Les maîtres d'apprentissage et leurs apprentis vont être liés au ministère à travers ces conventions qu'ils ont paraphées. Mbaïsen, coordinateur de l'unité de suivi et de coordination des projets. La signature des conventions marque une étape importante dans l'apprentissage rénové qu'on est en train de déployer sur l'ensemble du territoire national parce que ça marque l'engagement des maîtres d'apprentissage à être dans le dispositif de la formation professionnelle rénovée. À Kaffrine, une cohorte de 57 maîtres d'apprentissage a bénéficié des conventions d'Ibidiaraté. Président de la Chambre des métiers de Kaffrine s'en félicite. Pour une première, nous sommes très contents. Cela montre que le ministère veut nous aider à nous professionnaliser. Cyprien Antoine Balou, gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, se féliciter du fait que ce secteur informel soit désormais inclus dans l'éventail des politiques économiques et sociales définies évidemment par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et dans le secteur de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat matérialisé par Monsieur le ministre Mamadou Talla. Encore une fois, nous nous réjouissons de cela. La formation va durer 3 ans avant la certification des apprentis. Elle porte sur les métiers comme la menuiserie métallique, menuiserie bois, habillement et mécanique auto. Le projet de formation est piloté par la direction de l'apprentissage avec l'appui de l'Agence française de développement qui a financé la phase expérimentale. Daouda Badiane, Kaffrine, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. La Gambie tourne la page Yaya Jammeh avec l'élection de Adama Barrow à la tête du pays. Les populations gambiennes attendent du président élu la prise en charge des urgences du pays, entre autres l'eau, l'électricité ou la baisse des prix des denrées de première nécessité. Envoyé spécial à Banjul, Pape Malik Ndao. Maintenant que le pays a un nouveau président, les Gambiens pensent maintenant au futur. Ils attendent beaucoup du nouveau président et de son équipe. C'est que ici les attentes sont nombreuses et que tout à refaire, les Gambiens veulent de l'eau, de l'électricité, une diminution des denrées de première nécessité. Fin de chapeau. Au-delà de l'euphorie de la victoire, la population gambienne attend beaucoup du nouveau président. Ici, les attentes sont immenses, surtout pour la jeunesse. Une jeunesse qui a beaucoup souffert du règne de Yaya Jammeh, Aliou Kamara.
On veut qu'il aide la jeunesse. Celle-ci a souffert sous Jammeh. On ne veut plus de cela. Jammeh a emprisonné toute la jeunesse. Barrow doit rompre avec cela. Car si la jeunesse est en prison, qui va développer ce pays? On veut des hôpitaux et du travail. Rester longtemps sans perspective sous Yaya Jammeh, la jeunesse était obligée de se lancer dans l'immigration clandestine, le comble du désespoir. Barrow doit travailler à développer ce pays, qu'il trouve du travail à la jeunesse pour que cessent ces nombreux morts en mer dus à l'immigration clandestine, qu'il nous aide à avoir de l'eau, de l'électricité, bref à développer l'économie, que les gens qui ont volé l'argent de ce pays le ramènent mais qu'ils ne tuent personne. La Gambie a été frappée de plein fouet par la crise économique. Ici, tout manque et la vie est devenue chère. Nos routes sont dégradées, les hôpitaux n'ont pas de médicaments, on est fatigué, les gens ne mangent plus, les denrées sont devenues chères telles que le sucre et le riz. Avec Yaya Jammeh, le pays a entretenu des relations difficiles avec le Sénégal. Le pays s'est mis au dos de la communauté internationale. La jeunesse veut que la Gambie réintègre le concert des nations. Nous voulons que la Gambie soit beaucoup plus ouverte sur le reste du monde, que les étrangers viennent dans notre pays et que le pays entretienne de bonnes relations avec tout le monde. Le président élu a du pain sur la planche car les Gambiens ont goûté aux délices du changement. D'ailleurs, Adama Barrow est averti. Si Barrow ne travaille pas, on le change, qu'il tienne toutes ses promesses. Papa Malik Ndao Serekunda en Gambie pour Radio Sénégal. Voilà, vous aurez remarqué le problème de montage sur cet élément. Toutes nos excuses et toujours au sujet de la Gambie et de ses relations futures avec le Sénégal. Nous en parlons avec Ibrahima Ama Diémé qui est en ligne. C'est un membre du collectif des cadres casamançais. Ibrahima Ama Diémé, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'avec ce changement de régime en Gambie, les Sénégalais et les populations de la Casamance précisément peuvent espérer la construction du pont de Farafenni? Oui, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour dire bonjour à vos nombreux auditeurs et vous remercier de me donner l'occasion pour m'exprimer sur cette situation d'actualité extrêmement importante. Alors, je voudrais dire que d'abord, considérons que la Gambie est un pays frère du Sénégal et que donc tout changement qui intervient en Gambie dans le sens positif doit être salué et accompagné par l'ensemble des Sénégalais. C'est pour cette raison que, ayant observé ce qui s'est passé depuis la veille de l'élection jusqu'au jour de la proclamation des résultats, vraiment qui s'est passé dans aucune difficulté, dans la paix, donc dans un processus démocratique pratiquement bien maîtrisé, nous ne pouvons que saluer le peuple gambien, sa maturité, la maturité de tous les acteurs qui ont contribué justement au déroulement aussi paisible des élections, pour dire qu'il faut que le Sénégal appuie, n'est-ce pas, les nouvelles forces de Gambie, pour que justement la cohabitation entre le Sénégal et la Gambie, qui ne doit souffrir d'aucun malentendu, d'aucun contentieux, puisse se faire dans l'intérêt des deux peuples. Maintenant, pour ce qui est de la Casamance, je crois que effectivement, on a toujours pensé que la Gambie était un problème pour l'intégration de l'espace casamançais au reste du Sénégal. Eh bien, le projet de construction d'un pont sur la Gambie a toujours suscité chez les populations sénégalaises et les populations gambiennes, n'est-ce pas, un espoir pour pouvoir faciliter la liaison nord-sud. Mais moi, en tant que Casamancé, je crois qu'au-delà du pont de la Gambie, le Sénégal doit initier des voies et moyens pour pouvoir désenclaver la Casamance à partir de son propre territoire. C'est-à-dire la construction d'un véritable réseau routier, autoroutier, d'un véritable réseau ferroviaire, n'est-ce pas, n'intégrant pas la Gambie, auquel la Gambie pourrait éventuellement se greffer au cas où les relations sont très bonnes. Et c'est cela qui est la véritable vision, qui donne la véritable vision des autorités du Sénégal par rapport, n'est-ce pas, à la situation géopolitique actuelle. Oui, Ibrahim Amadiamé, au sujet de la Casamance que vous évoquiez, est-ce que l'on peut espérer un rôle positif du nouveau président Adama Barrow dans le règlement de la crise casamançaise? Oui, par rapport à ce problème aussi, je pense qu'il faut qu'on se rappelle que ma position a toujours été celle-ci. La paix pour la Casamance, c'est le Sénégal qui doit
en être l'initiateur, savoir quel contenu le Sénégal met-il dans cette paix-là, dans ce processus de paix, et à partir du moment où il aura une vision claire de là où il veut aller, maintenant les États voisins, qu'il s'agisse de la Gambie, de la Guinée-Bissau, qui sont forcément des pays très proches et peut-être même impliqués dans le processus, viendront nous accompagner par rapport à la vision que nous avons de cette paix-là. Et de ce point de vue, je crois que autant nous avons vu que pendant un certain moment, le régime de Banjul sous Yaya Jammeh a permis de faciliter justement les rencontres des MFDC, gouvernement du Sénégal à Banjul. Vous vous souvenez que la seule rencontre à laquelle a pris part justement Salif Sadio, ça a été à Banjul, sous l'égide du président Yaya Jammeh. Donc aujourd'hui qu'un nouvel homme est arrivé au pouvoir, nous ne pouvons que espérer qu'il va aller dans le même sens, c'est-à-dire en aidant justement toutes les parties en conflit à pouvoir faciliter le retrouvail, notamment si une des parties pouvait exprimer le besoin que des rencontres se fassent à Banjul, qu'il fasse comme l'a fait son prédécesseur. Et je crois que c'est cela qui peut nous amener à consolider les acquis déjà, parce que les accords de 99 à Banjul, dont tout le monde se rappelle, ont été des accords très très avancés par rapport au processus de paix. N'eût été la tendance intervenue au Sénégal, peut-être qu'on aurait déjà définitivement tourné la page du MFDC en Casamance. Et c'est pourquoi je crois qu'il appartient au Sénégal de prendre des initiatives par rapport au problème qui est le sien dans sa partie sud, et les pays voisins viendront accompagner le Sénégal dans ce qu'il a envie de faire pour un climat apaisé de la sous-région. Voilà, merci Ibrahima Ama Diémé. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des cadres casamançais. La page des sports avec Cher Tidjane Ndiaye, bonjour. Bonjour. Les Lionceaux pour un 3e trophée de l'UEMOA de football. L'équipe des moins de 20 ans du Sénégal joue sa 3e finale à partir de 15h30 contre les Maliens au stade de Kégué de Lomé. C'est la 7e finale du tournoi de l'UEMOA. Les Lionceaux en sont à leur 3e finale après celle de 2009 et 2011, toutes les deux gagnées par le Sénégal. La dernière devant justement le Mali à Dakar. Une belle affiche donc en perspective entre les deux équipes. Le Sénégal meilleure attaque du tournoi avec 7 points. Le Mali meilleure défense du tournoi. 0 but encaissé. Le Mali a déjà perdu 2 finales en 2008 et 2011. Les Lionceaux, eux, veulent réussir la passe de 3. Sénégal-Mali, c'est à partir de 15h30 au stade Kégué de Lomé. C'est au Togo. La 5e journée de la Ligue 1 de football à partir de cet après-midi. Le choc au sommet oppose Niary Tally, 3e au Jaraaf, leader et meilleure attaque de la Ligue 1. Thierno Souleymane Diallo. Le week-end va connaître beaucoup de matchs à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1 Pro. Ce samedi au stade Demba Diop à 15h, US Gorée 9e reçoit Guédiawaye FC 11e de rang. En seconde heure, le leader Jaraaf croise NGB 3e au classement. L'Union sportive de Wakam se déplace à Denis Birandao pour affronter Génération Foot. L'autre rencontre oppose Tenguedji FC à Djambar à Amadou Barry. Le dimanche, Ndiambour Mbour Petite Côte au stade Albouri Ndiaye. La Douane défie le Casasport de Ziguinchor, actuel 2e au classement du championnat et 2e meilleure attaque derrière le Jaraaf. À Demba Diop. La suite au stade Caroline Faye, au stade de Mour, la Linguère à partir de 18h. Thierno Souleymane Diallo. Et puis notez qu'en Ligue 2 pour cette 5e journée, il y a un match cet après-midi au stade Amadou Barry. Le port autonome de Dakar qui reçoit l'Olympique de Ngor. Hier, le leader, la Sonacos de Diourbel, a perdu devant l'AS Pikine sur le score de 2-0. Et puis Yogo a battu Renaissance de Dakar 1-0. Handball, les Lions en quart de finale contre les Guinéennes. Les Lions ont terminé 2e de la poule A de la CAN qui se déroule présentement à Luanda en Angola. Le Sénégal a battu le Cameroun sur le score de 24-15 et du coup les Guinéennes vont jouer contre les Guinéennes de demain en quart de finale à partir de 16h. Notez que l'objectif du Sénégal reste de monter sur le podium du handball africain
africain pour pouvoir jouer la Coupe du Monde prévue en Allemagne. Le tableau des quarts de finale, 12h demain Tunisie-Côte d'Ivoire, 14h Congo-Cameroun, 16h Sénégal-Guinée et l'Angola qui accueille la compétition et qui est pratiquement favorite de ce tournoi joue contre l'Algérie à partir de 18h. Basketball, le deuxième tour du National 1 se poursuit cet après-midi. Avec au programme au Stadium Lat Dior de Thiès à 16h US Mboro contre AS Douane et Rai Uzo, c'est un garçon. À Rufisque, le Saltigué accueille Louga Basket Club au Jardin Public, c'est à 16h30 un garçon. À Saint-Louis au Stadium Joseph Gaye, 17h30 UGB ASC Thiès en garçon et IGB Don Bosco à 16h en dame. Suite et fin demain dimanche avec beaucoup de rencontres au Stadium Marius Ndiaye. Et pour terminer, cher Tidiane, en Europe, le football est marqué par le Classico. Real Madrid-Barcelone ou Barcelone-Real Madrid, les Catalans qui reçoivent les Madrilènes à partir de 15h15 cet après-midi. Le FC Barcelone, 27 points, qui est deuxième derrière le Real Madrid premier, 33 points. Un match à suivre donc et qui focalise toutes les attentions sportives cet après-midi. Autre match qui a démarré depuis quelques minutes, City qui joue contre Chelsea, Manchester City 30 points, troisième contre Chelsea 31 points et qui est actuellement leader de Premier League. C'est la 14e journée. Autre match à suivre, Sunderland-Leicester, Tottenham-Swansea, West Ham qui joue contre Arsenal. Et puis en Ligue 1 française, la 15e journée, des matchs à suivre, Montpellier, Paris Saint-Germain, Angers de Cheikh Ndoye et Famara Diédhiou qui reçoit Lorient, Bordeaux, Lille, Guingamp, Nantes, Metz contre Olympique de Lyon, Monaco qui est actuellement troisième qui reçoit Bastia. Cher Tidiane Gaye, merci. À présent, la revue de presse signée Arwana Diouf. Yaya Jammeh quitte le pouvoir après 22 ans de règne sans partage. La chute d'un potentat à la une justement de inquiéter toute la presse sénégalaise. Finalement, cette figure narcissique et mégalomane qui se faisait aussi appeler, indique la tribune, Babali Mansa, le bâtisseur de ponts et le roi défiant les fleuves en manding, est sorti par la grande porte en reconnaissance et félicite Birima sa défaite. Le baobab est déraciné et avec lui renchérit l'envoyé spécial de l'Observateur en Gambie, le mythe Jammeh, qui est aussi tombé. Il a eu la surprise de sa vie, le président Yaya Jammeh, lui qui, selon l'éditorialiste de Walf Quotidien, se croyait éternel à la tête de la Gambie. Lui, finalement, donc, qui a mordu la poussière devant un second couteau du parti de Maître Oussainou Darboe, le leader de l'UDP, envoyé en prison pour l'empêcher de briguer le suffrage de ses compatriotes. Jammeh chassé de State House au pays de Mboka. Il faut désormais faire sans Yaya Jammeh, surtout que ce départ, précise Sucre Salé, ne résulte point d'un putsch dont il avait la phobie, mais tout simplement de la volonté des hommes de son pays. Ses compatriotes qu'il n'a cessé, rappelle le quotidien de Maté, de tuer pendant 22 longues années. Et là, le malheur de Yaya Jammeh, explique Abdourahmane Kamara de Walf Quotidien. Son malheur, c'est d'avoir cru que le climat de peur qu'il a réussi à installer dans son pays était tel que les Gambiens avaient perdu toute capacité d'indignation pour se révolter contre son régime dictatorial. Ainsi, freedom, bye bye, vive Barrow, s'exclame Vox Populi dans son billet du jour, pour qui la lumière a finalement jailli des ténèbres hier en Gambie. Et voilà ce que dit Wolof Ndiaye, écrit Alham du journal Kouyagiti Ten Bag, fait que le feu traduisait celui qui attend longtemps dans un puits peut espérer qu'un saut les trouve. Tout ceci pour dire qu'il y a toujours de l'espoir dans la vie. Aussi longue soient les affres et souffrances, arrive toujours la délivrance d'une façon ou d'une autre. Et hier, c'en était vraiment une, s'exclame Vox Populi. Jammeh quitte donc le pouvoir. Mais qui est Adama Barrow, son tombeur à 51 ans? Cet homme qui vient d'être propulsé à la plus haute marche de l'État gambien était agent de sécurité selon l'Observateur à Londres. Au moment de son entrée en politique, il travaille comme directeur des ventes dans une société gambienne. Adama Barrow s'est par la suite lancé, selon Vox Populi, dans les affaires en mettant en place une agence immobilière dénommée Majum Real Estate pour faire fortune. Militant de l'UDP depuis 1996, Adama Barrow, le nouvel homme fort gambien, a également été le garde du corps de l'influent homme d'affaires gambien Momodou Moussa Ndiaye. Il est polygame, 2 femmes et père de 2 enfants. Après donc cette victoire de Adama Barrow, le
président Macky Sall a eu un entretien téléphonique, informe Le Soleil avec le nouvel homme fort de Banjul qui l'a félicité. Occasion pour mes confrères du quotidien national de se projeter dans le futur. Et cette question, quel futur pour les relations avec le Sénégal? Mon confrère qui croit à la fin de ces crises cycliques espère en tout cas que voisinage oblige. Le président Macky Sall sera sans doute présent à l'investiture du nouveau président gambien. Réservera-t-il sa première visite officielle au Sénégal? Ou le président Sall sera-t-il le premier chef d'État à être reçu par Banjul? En tout cas, on va guetter avec beaucoup d'attention les premiers actes que va poser Mr Barrow en politique extérieure pour décrypter les orientations qu'il compte donner à sa diplomatie. C'était la revue de presse de Arona Diouf qui met fin à ce journal. Modou Diop était aux manettes et Cher Tidiane à la réalisation. Merci d'avoir suivi.